cet après-midi, c'est une démarche innovante qu'on a souhaité vous proposer, une conférence sur l'agroforesterie. Alors, sur le sujet qui est proposé, améliorer la fertilité des sols, réduire certains intrants, limiter l'érosion, diversifier mes débouchés. Avec l'agroforesterie, est-ce que c'est possible? Donc, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Pour ce faire, on a deux invités. Donc, on a Flora Schmittlin, qui est responsable harmonie chez Mondelez International. Mondelez qui est un des clients de Noriap, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Et Alain Canet, excuse-moi Alain, mais je vais dire que tu es un grand spécialiste de l'agroforesterie au niveau national. Donc Alain Canet est directeur d'une structure de conseil, d'appui technique qui s'appelle Arbres et Paysages, qui intervient pour conseiller des agriculteurs sur la conduite de l'agroforesterie. Entrez, messieurs, dames. Si vous ne fumez pas, vous pouvez rentrer. Et si vous avez problème de chaise, on va aller... Bon. Voilà. Donc, on passe 1 heure ensemble. Sur un format, on va avoir... je vais poser des questions, on va avoir un débat. Et ensuite, la deuxième partie de la séquence, c'est vous qui la faites. Parce que vous allez aussi poser des questions. Je sais qu'on a des gens de Novial qui ont besoin de poser des questions. On a aussi des étudiants du Paraclet, je remercie de leur coup de main aujourd'hui, et qui sont là et qui sont très intéressés par l'agroforesterie. Donc, merci les jeunes. Alors, Noriap fournit des blés chez l'Harmonie. L'objectif de Noriap, Philippe, tu diras si je dis des grosses bêtises, hein, je parle sous ton contrôle. L'objectif, c'est de produire des filières à valeur ajoutée pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire des productions à valeur ajoutée, d'assurer leurs revenus. On fournit des blés l'Harmonie avec un cahier des charges qui est très, très précis, très particulier, qui intègre des clauses environnementales. Donc ça, c'est une démarche innovante que vous conduisez depuis 10 ans et que Noriap applique avec des producteurs depuis 6 ans. La première question, et je vais vous passer mon micro, ça sera plus simple. Que représente Noriap pour Mondelez International? Alors bonjour, merci à tous d'être là. Donc pour répondre à votre question, Noriap, c'est une de nos 20 coopératives avec lesquelles on travaille et qui nous permet d'approvisionner nos 9 usines en France, et on en a d'autres en Belgique notamment aussi à Herentals, d'autres dans le reste de l'Europe. Noriap fournit, je crois que c'est quelque chose comme c'est un peu plus de 20 000 tonnes, 21 000 tonnes de blé Harmonie pour l'usine qui fabrique les princes de Lu, les Pimps, et également les tucs. Donc voilà, Noriap, effectivement, quand vous mangez un biscuit, un petit prince, en fait dedans il y a du blé qui a été produit chez Noriap. Alors, la Mondelez International met en place la démarche l'Harmonie il y a 10 ans. Quelle était la vision il y a 10 ans de l'U? Ouais, alors en fait, il y a 10 ans, on a regroupé 200 salariés de l'entreprise Lu à l'époque qui ont réfléchi sur des projets qui pour eux étaient porteurs de sens. Donc on a fait vraiment des réflexions, on a fait des brainstorming et on s'est dit en fait ce qu'on aimerait c'est que Lu continue à être une des marques préférées des Français dans 170 ans. Pour ça, on veut vraiment réduire notre empreinte environnementale. Donc une fois qu'on a fait ça, on a analysé on a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie de nos produits. Donc on a pris un paquet de Prince par exemple et on a vu que 30% de l'empreinte environnementale c'est lié à la production des matières premières, 30% c'est lié au packaging, 30% au transport, etc., etc. Et en fait là on s'est rendu compte que 70% de notre empreinte environnementale, elle provenait des matières premières. Et comme de très loin notre première matière première c'est le blé, en volume. C'est pour ça qu'on a lancé un programme de développement durable autour de la culture du blé et qui s'articule un peu sur 3 engagements, qui est déjà de travailler en partenariat avec des agriculteurs locaux. Ça, c'est vraiment le fondement même de notre programme. Et ces agriculteurs, on leur verse une prime pour qu'ils mettent en place
un cahier des charges de bonnes pratiques agricoles. Donc c'est un cahier des charges de bonnes pratiques qui a vraiment pour objet de mettre le blé dans les meilleures conditions possibles pour éviter d'utiliser les pesticides, les fertilisants. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une très forte action sur tout ce qui est protection de la biodiversité locale, donc les abeilles, les papillons. Et ça a été aussi très fort au sein du programme pour bien expliquer déjà à toute la filière tout l'intérêt de protéger ces pollinisateurs, mais également à nos consommateurs, parce que déjà il y a 10 ans, le mot biodiversité était complètement inconnu du grand public. Donc il y a aussi toute cette partie de pédagogie qui est importante pour nous, au-delà du fait qu'effectivement il y a un enjeu très important dans l'agriculture aujourd'hui de protéger ces pollinisateurs. Alors, on est complètement dans un changement de perception. Si j'osais, je choquerais peut-être certaines personnes en disant que on ne produit, il y a un changement, on ne produit plus sans se préoccuper du consommateur. Maintenant, on a intégré le consommateur dans notre problématique de culture. Donc, pour nous, coopératifs, parfois, c'est un peu déstabilisant. Parce qu'on doit intégrer des attentes sociétales. On en parle énormément pendant ces 2 jours aux élémentaires. Comment vous apportez, comment vous organisez toute cette problématique attente sociétale? Il faut que je trouve un partenaire, et après le partenaire, il faut qu'il trouve des agriculteurs. Comment vous organisez tout ça? Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Effectivement. Alors, il y a 2 choses. Donc, comme je vous ai dit, d'abord, nous, c'était vraiment une volonté à la base des salariés. D'ailleurs, d'accord, de réduire cette empreinte environnementale. C'est pas venu d'une tendance de consommation où on s'est dit il faut qu'on réponde à nos consommateurs. C'était pas vraiment ça le fondement, mais effectivement, et on est très content qu'aujourd'hui ce soit de plus en plus un sujet pour le consommateur aujourd'hui sur la manière de produire. Et donc aujourd'hui, on va de plus en plus parler à nos consommateurs. Et je voudrais peut-être vous montrer quand même. Je fais comme chez moi, mais entre nous. Une petite étude du Crédoc quand même pour illustrer ce que je vous dis sur la partie. Hop, je ne sais pas si. Hop, voilà. Sur toute la partie justement consommation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces chiffres-là, mais ça me semblait important de vous les partager aujourd'hui. Ça, c'est une étude de 2016 qui montre en fait qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont de plus en plus prêts à mettre plus d'argent pour acheter des produits de qualité. Ils sont prêts à payer 10% plus cher. Ça, c'est du déclaratif, mais il y a une vraie tendance très forte en 2016 déjà. Donc là, en 2018, ça ne fait en plus qu'augmenter. Très, très fort à effectivement mettre plus d'argent pour des produits de qualité. Ça, c'est déjà un driver que je voulais, un élément que je voulais vous mettre en avant. Et aussi, aujourd'hui, la première... Alors, je suis désolée, j'utilise le mot anglais, mais je ne le trouve pas en français, mais c'est pas grave. Motivation, voilà, la première motivation d'achat, aujourd'hui, c'est devenu le fabriquer en France. C'est plus forcément, aujourd'hui, la compétitivité prix. Oui, elle est toujours importante. On achète effectivement, et là, je vous parle encore une fois, c'est du déclaratif. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est systématiquement comme ça que les gens achètent, mais c'est très important, effectivement, de bien prendre conscience que derrière, il y a une énorme attente aujourd'hui de la provenance, de l'origine vraiment des matières premières, de l'endroit où c'est fabriqué, et également de la garantie d'hygiène et de sécurité, la transparence. Ça, c'est un élément important parce que, je ne sais pas si vous savez, mais j'imagine, mais ce que vous pouvez trouver comme résidus aujourd'hui dans le blé, c'est des insecticides de stockage et des résidus de régulateurs de croissance. Et ça, en plus, il y en a certains qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc pour nos consommateurs, c'est important pour nous aussi qu'avec le cahier des charges Harmonie, on soit capable de répondre à cet enjeu, qui est un vrai enjeu sanitaire. Et du coup, Harmonie, il y a effectivement l'ambition de réduire notre empreinte environnementale, mais aussi au service de la qualité de nos produits. Donc c'est important pour nous aussi de travailler sur ces éléments et de vous avoir à nos côtés pour proposer un blé de meilleure qualité à nos consommateurs qui sont vraiment en attente aujourd'hui de ce type de démarche. Donc le fabriquer en région qui est aussi très fort. Et vous voyez en 4e motivation, c'est vraiment le mode de production. Il y a le bien-être animal, bien entendu, mais aussi le mode de production. On parle de plus en plus, les consommateurs... Alors, aujourd'hui, il y a un vrai amour pour le bio, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Parce que si c'est un peu manichéen, c'est plus facile, il y a un logo, donc du coup, au moins, je sais exactement ce que j'achète.
il y a un peu cette troisième voie qui est l'agriculture raisonnée, qui est celle dont on veut vous parler aussi aujourd'hui avec l'agroforesterie, qui peut être une des manières de faire de l'agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et donc voilà, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Je vais peut-être juste pour vous montrer un petit exemple de... On a un enjeu à communiquer auprès de nos... Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Mais effectivement, aujourd'hui, nous, on veut parler de plus en plus à nos consommateurs de l'origine de nos produits et de mettre de plus en plus en avant nos agriculteurs partenaires. On a beaucoup parlé du programme sur la biodiversité auprès de nos consommateurs. Donc ça, c'était vraiment le cœur de nos communications. Aujourd'hui, on veut plus mettre en avant l'origine, puisqu'on voit bien qu'en plus, ça répond à une vraie attente de nos consommateurs. Et donc pour ça, on a choisi Christophe, qui est ici, ici présent, et qui est vraiment notre effigie pour représenter notre programme, et qui sera à partir du mois de juin, là maintenant, sur tous nos packaging de lus qui sont faits à partir du blé Harmonie avec voilà. C'est un peu une star, hein, voilà, pour nous. En tout cas, vous nous donnez de la motivation, de l'envie, parce qu'on a souvent des inquiétudes de la part de nos agriculteurs de voir d'autres pays émergents produire du blé et puis se dire qu'on a un souci de compétitivité de filière et que produire. Et en voyant ce type d'enquête, la production française a un véritable avenir. Par rapport à notre sujet de cet après-midi, l'agroforesterie, est-ce que déjà c'est gonflé de mettre un cahier des charges élevé en termes d'agriculture de développement durable, des clauses environnementales, donc déjà c'est pas évident. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs qui sont le Harmonie dans la salle, donc c'est déjà pas facile. Et en plus, vous avez l'ambition de rajouter des clauses en matière d'agroforesterie. Dites-nous. Alors, dans la charte Harmonie, un des fondements, c'est vraiment ce que je vous disais sur la préservation de la biodiversité. Et donc, on a notamment, on demande une des pratiques essentielles, c'est d'allouer 3% de nos zones de champs de blé à des jachères de fleurs. Donc, vous avez cette option-là. Et vous avez aussi l'option de mettre des haies. Et en fait, les haies, et vous allez le voir avec Alain, c'est vraiment une forme d'agroforesterie. C'est vraiment de l'agroforesterie. Donc on y est déjà. Et une des choses qu'on veut vraiment pousser et qu'on a ajouté là aujourd'hui dans le cahier des charges, c'est de pousser aussi les formations sur des techniques innovantes. Et l'agroforesterie en fait vraiment partie. Et on voit effectivement dans l'agroforesterie une réponse à notre enjeu de continuer toujours à réduire cette empreinte environnementale. On a ce cahier des charges qui évolue tous les ans. On est vraiment dans une démarche de progrès continu et on veut continuer. Et voilà. Et aujourd'hui, on est ravis. Enfin, moi, je suis vraiment très, 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 très contente d'avoir invité Alain à venir vous témoigner tous les avantages que peuvent procurer l'agroforesterie, parce que ça peut être une vraie réponse, et nous, on le voit vraiment comme ça, à ces enjeux sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Merci Flora. Alors on aura dans un second temps une séance d'échange questions-réponses. Merci Flora, vous restez avec nous bien évidemment pour la deuxième partie pour échanger avec vous. Donc on a dit une quinzaine de fois agroforesterie depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est l'agroforesterie ? C'est un sujet qui monte de plus en plus, dont on entend parler dans les médias. On en parle en agriculture. Et on a Alain Canet, qui nous propose de reconsidérer l'arbre en agriculture. Donc déjà, on va commencer. Vous serez un collab en sortant. Qu'est-ce que c'est donc ce sujet ? Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie ? Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, en tout cas, je suis content parce que je découvre que pour être célèbre, on n'est pas obligé d'être un mannequin, n'est-ce pas, monsieur ? Donc, ça me rassure parce que du coup, ça nous laisse quelques chances. Non, mais il n'y a pas de jugement de valeur. Il faut le prendre comme un compliment. Mais c'est très bien. Il y a un jugement de valeur au bon sens du terme. En tout cas, je parle pour moi, ça laisse un peu d'espoir. Moi qui suis un fan des granolas, peut-être qu'un jour j'aurai ma tronche sur les paquets de granolas avec du chocolat qui dégouline partout. Donc je me dis tout est possible, tout est... Enfin bon, ceci dit, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc oui, l'agroforesterie... C'est quoi ?
c'est quoi? C'est tout ça. Alors là, je vous ai mis un bassin versant avec un peu de relief. Comme ça, on le voit un peu mieux. C'est bien la ripisylve, les arbres de bord de cours d'eau. Ripis, berges, sylves, forêts. C'est les arbres au bord du ruisseau, c'est les haies en travers des pentes ou pas. C'est les lisières, c'est les bouquets, c'est les bosquets. C'est tout ça, l'agroforesterie. Et ici, on travaille fondamentalement la question de l'eau, la question du sol, de la biodiversité, de la faune sauvage, du microclimat, donc du climat, et éventuellement, et ça sera l'objet des discussions que nous aurons, de la productivité en agriculture. Évidemment. On peut parler du paysage aussi, parce que je crois qu'on a parlé de cette attente sociétale, on va vouloir manger nos paysages. Donc il va falloir qu'on ait des éléments de réponse à mettre sur la table. Juste pour préciser que j'ai des casquettes européennes, nationales et départementales, parce que je suis directeur d'une structure qui emploie 10 personnes en agroforesterie, en conseil, en appui technique et en recherche sur le département du Gers. Mes employeurs, c'est des agriculteurs, ce sont des agriculteurs représentatifs de toutes les formes d'agriculture. On mène 200 chantiers de plantation et de gestion de projets agroforestiers. Tout ça pour dire que notre entrée première, c'est bien l'économie en agriculture, pour que les choses soient bien claires. Donc ici, on dilue, on disperse les arbres dans le territoire. Voilà. L'agroforesterie, c'est bien tout ça. En fin de présentation, je vous montrerai des parcelles de recherche sur lesquelles vous avez déjà vu passer, quelques éléments d'information. Vous avez d'autres questions peut-être, parce qu'en plus, comme on a préparé, autant respecter le protocole, n'est-ce pas? Alain, donc on parle de production? Et oui. On a parlé d'environnement. Est-ce qu'on peut produire et protéger en même temps? Mais évidemment. Et c'est en ça que l'arbre va en partie nous aider. Parce que déjà, l'arbre, il fait tout avec rien. Et oui. Vous imaginez un gland qui fait 2,8 grammes, 15 ans après, ça fait 2,5 tonnes. Ça fait 2,5 tonnes juste en prenant dans l'atmosphère du gaz carbonique et dans le sel quelques éléments. Vous ne l'avez pas biné, vous ne l'avez pas arrosé, vous ne l'avez pas décompacté, vous ne l'avez pas labouré, vous ne l'avez pas engraissé, et pourtant il a fait beaucoup. Et donc, pour que les choses soient bien claires, on met bien l'arbre dans un maillon important, mais un maillon dans la chaîne de reconstruction des sols. Et vous aurez la chance, et je sais que vous serez tous là, de voir mon acolyte Konrad Schreiber demain, qui vous parlera de couverture végétale, d'interculture, de double culture, etc., de dynamique de sol. Et on travaille ensemble depuis 10 ans parce que ces deux techniques-là sont parfaitement complémentaires. Il est bien évident, et disons-le tout de suite, que sur cette parcelle, alors ici volontairement il y a du relief, mais sur cette parcelle ici au milieu, si j'ai de la battance, de la compaction, de l'érosion et je ne sais quoi, ce n'est pas l'arbre qui est en bas ou en haut qui va sauver ce mètre carré de sol-là. Par contre, sur l'averse, par contre sur des évapotranspirations trop importantes, par contre sur des coulées de fleurs, par contre sur des événements climatiques, parce qu'on nous les avait annoncés, d'ailleurs j'ai vérifié, le GIEC l'avait écrit, réchauffement, je ne sais pas, changement, oui. Des coups importants de chaud, de froid, de vent et de pluie. Et tout ça, il faut aujourd'hui qu'on l'amortisse, et amortir, c'est produire. Ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer que l'arbre a une véritable utilité en agriculture intensive? Absolument. Absolument, parce que l'agriculture doit être intensive. Et ça, c'est extrêmement important. L'agriculture ne doit pas aller dans un schéma de décroissance ou dans un schéma de je laisse reposer le sol. Non, l'agriculture, elle est forcément intensive. Parce que partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Et donc, on doit copier ce modèle-là. Et copier ce modèle-là, c'est faire pousser des plantes les plus grandes possibles dans un laps de temps le plus court possible. Mais tout ça, ça se traduit tout naturellement par un bilan carbone et un bilan humique. Qu'est-ce que j'ai fait pousser et qu'est-ce que j'ai laissé au sol pour le nourrir et pour le protéger? Et l'arbre rentre naturellement dans cette boucle-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en mettre partout, mais toutes les agricultures, je vais prendre la plus simple des plus simples, parce que c'est la même chose sur la grande culture, c'est la même chose en viticulture, en maraîchage et en élevage. Si vous prenez le poulet ou l'œuf agroforestier, votre animal va sortir. Ça vous intéresse, les œufs?
On va en parler. On a Novial tout à l'heure qui va poser des questions. Si je prends tout simplement l'œuf agroforestier, parce qu'on dit, depuis tout à l'heure, on a dit 8 fois agroforesterie, mais on a dit 7 fois société. Ce que nous demande la société, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Moi, avec mes 800 agriculteurs dans le Gers, on se la pose tous les jours. Et avec mes 15 000 un petit peu partout en France aussi. Oui, c'est une contrainte, mais l'œuf agroforestier, je suis sûr que l'animal va manger de l'herbe, que l'animal va manger des baies, des fruits, des feuilles. Vous allez voir que votre poule, elle va absolument essayer d'attraper la feuille de frêne parce qu'elle en a besoin. Que la feuille est riche et que dedans, il y a des substances médicamenteuses. Je vais avoir un indice de consommation un peu plus faible pour une productivité en œuf ou en poulet de chair un peu supérieure. Donc, ce n'est pas punitif, puisque déjà là, j'ai l'entrée économique qui est sur la table. J'ai un petit peu moins d'aliments consommés et j'ai une productivité qui est meilleure. Mais au-dessus, j'ai des abeilles, j'ai des pollinisateurs, les effluents d'élevage sont recyclés, j'ai stocké du carbone, c'est ce qu'on me demande de faire, et éventuellement, j'ai une double production. Parce que j'ai fait des noix, parce que j'ai fait des noisettes, ou parce que, et je vais vous en montrer un, j'ai fait des arbres têtards et j'ai fait de la biomasse pour alimenter ma propre ferme, ma litière ou le réseau de chaleur qui n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, et on a beaucoup trop arraché d'arbres pour plein de raisons, et on avait peu de moyens pour mécaniser correctement la récolte de cette biomasse. Mais aujourd'hui, le moindre, pas aujourd'hui, pardon, dans 3 ans, avant, je disais dans 5 ans, mais à l'allure où ça va, dans 3 ans, le moindre morceau de bois, il vaut de l'or. Parce que le bois, il est à la litière, il est à l'énergie et il est à la fertilité avec le bois raméal fragmenté. Et donc, je place, moi, l'arbre comme outil de production. Mais oui, mais j'imagine que tous, dans votre tête, vous dites « mais il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes de production, il y a des contraintes de filière ». J'ai la réponse sur cette image, madame. Oui, il y a plein de contraintes. Et je vais vous rassurer tout de suite, toutes les conneries, on les a déjà faites. Hein? Donc ne forcez pas trop. Si vous voulez, on peut vous dire où elles sont. Tous les pièges aussi. On va en parler après. On va en parler après. Hein? Tout ce qui ne marche pas en couverts végétaux et en agroforesterie, on peut vous en faire un roman. Hein, nous, on a été créé en 1990 et depuis 1990, on mène cette barque-là. Je vous montre ça pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez les résultats de la recherche la plus poussée. Et ça, partout dans le monde, ça fonctionne comme ça. Je vous montre une forme particulière parce que l'agroforesterie, ça marche quand on choisit le bon arbre, au bon moment, dans les bonnes conditions, avec la bonne densité et aussi et surtout avec la bonne gestion. Le principe même d'agroforesterie, c'est qu'il faut tailler les arbres. Et donc valoriser la biomasse. Si vous ne taillez pas, vous vous faites manger. Tout ce que l'on paramètre, tout ce que l'on vérifie, montre que sur une même surface, on produit 20, 30, 40, 50% de biomasse en plus. Il y a des trucs plus importants que l'agroforesterie, apparemment. Je ne pensais pas, vous voyez, comme quoi. Hein. On va produire de la biomasse en plus tout en maintenant les rendements. Ça, c'est extrêmement important. Que je fasse de l'herbe, que je fasse des céréales, ou que je fasse de la vigne ou toute autre chose, je dois maintenir les rendements. Je vous montre cette forme parce qu'ici, vous avez des plantes que l'on a mis en symbiose. On n'est pas allé semer du blé sous un noyer centenaire. Par contre, on a planté un arbre dans une parcelle cultivée. Et on a fait en sorte de piloter l'arbre pour que le profil supérieur soit utilisé par la culture principale et la culture première. Et je vous montre cet arbre tétard parce qu'il est omniprésent dans les campagnes. On le voit moins parce qu'il a repoussé, parce que le pétrole n'était pas cher et qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour utiliser cette énergie. Aujourd'hui, les curseurs ont beaucoup bougé, notamment avec la cogénération. Il n'est pas interdit d'envisager d'avoir une rangée de ce type d'arbres tous les 100 mètres dans les champs, parce que vous avez un amortisseur climatique de premier rang, et derrière, vous avez une valeur ajoutée. Si je vous montre ça, c'est juste pour vous dire que cet arbre tétard,
sa tête se creuse, et vous le savez probablement, il est très riche. Et lui aussi, il va contenir des essaims d'abeilles, des chauves-souris, très bonnes régulatrices d'un certain nombre de ravageurs sur les cultures, etc., etc. Donc on va avoir un très haut niveau de biodiversité. On peut avoir la bande enherbée, la bande fleurie et l'arbre au-dessus. Et là, du coup, on va retrouver beaucoup de valeur, parce que l'arbre, on va le tailler tous les 3-4 ans, pour pas qu'il prenne le dessus sur la plante cultivée. Tous les 3-4 ans, on va avoir beaucoup de matière. Et il va produire de plus en plus de matières premières, en l'occurrence de la branche. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éleveurs qui, par exemple, font de la litière avec la branche avant de la réincorporer en fumier, ramener du carbone et de la lignine dans les sols. Ben, il n'y a pas mieux. Donc on a une machine ici qui, avec rien, produit de plus en plus de matière. Mais moi, j'ai besoin de mesurer mes marges sur mon exploitation. Je gère mes charges aussi. Si je suis obligé de tailler des haies en plus, donc ça me fait de la mécanisation, en plus, des heures de main-d'œuvre, du carburant. Et en plus, est-ce que je suis vraiment garantie d'avoir un rendement supérieur sur mes cultures en dessous? Quels sont les indicateurs, les preuves que vous avez à nous démontrer cet après-midi? Les preuves, on démontre assez facilement qu'une culture, il est bien évident, disons-le, qu'au pied d'une haie qui n'est pas taillée, il ne pousse rien. Sauf que ça, ce n'est pas une haie qui n'est pas taillée. Là, j'ai un arbre qui est sur 40 cm², exprime pas mal de choses, mais que j'ai régulé. Et les mesures montrent que les céréales poussent normalement au pied des arbres, que leur régulation, ce n'est pas parce qu'elles ont de l'ombre 1 heure ou 1 heure et demie dans la journée que ça change quelque chose, parfois même au contraire, entre parenthèses. Donc non seulement j'ai un rendement un peu supérieur parce que j'ai une protection climatique intéressante, j'ai un revenu qui est supérieur. Du coup, vous posez une question facile. Parce que quand j'ai ça et quand j'entretiens, c'est du matériel pour valoriser la biomasse qu'on va utiliser 1 ou 2 jours par an. Donc il est bien évident que c'est un matériel spécifique que l'on va mutualiser. Et ça veut dire aussi que d'une part, je peux le faire faire, et ça veut dire qu'au lieu d'avoir un coût, je prends un prix moyen pour entretenir les haies, un prix moyen, ça ne veut rien dire, mais un petit peu. Aujourd'hui, quand j'ai 2 000 €, quand j'ai des haies, quand j'ai encore des haies ou des lisières, quand j'ai 2 000 € d'épareuses ou d'outils pour entretenir les haies, aujourd'hui, avec des systèmes à valorisation de biomasse, j'ai 2 500 €, ça coûte un peu plus cher, mais derrière, j'ai 5 000 € de vente de matières premières. Donc j'ai un revenu, donc mon système qui me crée du travail, en réalité, il crée de l'emploi et il crée de la ressource. Tout ça, évidemment, ça doit être fait dans de bonnes conditions, avec les bons outils, avec des outils, c'est pour ça qu'on est plutôt des partisans des machines qui sont bien dimensionnées, les gros broyeurs, pour que le rapport de la consommation énergétique soit très faible au regard du rendement que l'on va produire. Avec 1 litre de gasoil, je dois produire une montagne de bois broyé, bien évidemment. Mais ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui plutôt bien étayées. Il n'y a pas de souci, c'est rentable. Et en Hauts-de-France, est-ce qu'on a des exemples? Est-ce que vous pouvez nous donner des témoignages d'agriculteurs qui se sont lancés? Vous comprenez bien qu'on est dans un métier que nous n'avons pas inventé, qu'il a fallu reprofiler, recalibrer, restructurer, pas mal d'échecs, il faut le dire. On a des exemples un petit peu partout. Je pourrais vous citer de tête comme ça. Un certain, comment s'appelle-t-il, Marc Lefebvre, qui a planté un îlot de 55 hectares. Qui fait de la betterave, de la pomme de terre et des céréales. Il a équipé entièrement un îlot en agroforesterie depuis 5 ou 6 ans. Tous les ans, il plante quelques 500 ou 600 mètres de haies et puis quelques hectares intraparcellaires. Ça, c'est l'agroforesterie intraparcellaire, l'arbre au milieu du champ. Parce que, toujours pareil, quand je mets l'arbre comme outil de production, je regarde ce qu'il m'apporte sur l'eau, sur le sol, sur le climat, sur la biodiversité. La biodiversité, c'est quand même un des moteurs de la productivité en agriculture, sur le paysage, et puis sur ma productivité en tant que telle. C'est le problème de l'arbre, c'est qu'il va pas tout faire, mais il va agir sur tous ces domaines-là un petit peu en même temps. Donc aujourd'hui, on est capable de le mesurer. Puis si vous permettez, je vais encore vous montrer une petite image de la plantation. Donc ça, c'est des systèmes dans le sud, avec beaucoup d'ensoleillement. Là, on est sur des systèmes assez serrés, à 25 mètres entre lignes, 24 mètres utiles. Ça, c'est une ferme en bio, mais peu importe, avec des couverts végétaux sur une base févrole, comme vous le voyez. Donc là, il y a 24 mètres utiles, 25 mètres entre lignes. On doit être à peu près à 45 tiges à l'hectare.
Mais chaque arbre est exactement à sa place, protégé, choisi, choyé et entretenu. Et puis vous voyez dans la petite vignette, l'agriculteur est en train de former une bille de pied, ici de merisier. Donc je suis agriculteur, je comprends que je peux améliorer mes pratiques agricoles, je peux optimiser mon rendement. Absolument. Et alors, si je veux y aller, si je veux partir sur l'agroforesterie, quels sont les facteurs clés de réussite? Comment je m'entoure? Vers qui je vais? Là, demain, je suis convaincu par cette conférence, qui je contacte? Des gens dont c'est le métier, il est évident que, encore une fois, nous sommes des salariés d'une structure et d'une association d'agriculteurs. Il faut travailler avec des gens dont le métier, c'est le conseil, l'expertise et l'appui pour faire le gros du boulot. C'est ce que vous voyez, c'est le projet. Chaque projet sera différent. On va travailler avec une 50aine de plantes, avec 3 formes de gestion, des arbres pour faire des billes de pied, pour faire du bois d'œuvre, avec une haute valeur ajoutée, des arbres têtards ou des arbres fruitiers, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes aussi sur la question du fruit, n'est-ce pas? Mais il faut monter un groupe. Espérons, on ne sait jamais, espérons que ça intéresse plusieurs personnes. Je pense ça vaut le coup d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe. Ça vaut le coup de se former un petit peu à la technique de plantation qui paraît simple, mais qui ne l'est pas du tout, parce que dans l'Hexagone, on a pu mesurer encore il y a 2 ans qu'il y avait 50% d'échecs. Donc on doit aussi balayer devant notre propre porte. Il y a encore 50% d'échecs sur les plantations. Donc on est en train de, comme dans la forêt, il y a des experts forestiers, on est en train de finaliser des cahiers des charges et des nomenclatures pour la 30aine d'opérateurs que nous sommes en France pour qu'il y ait de l'expertise agroforestière. Parce que là, en plus, quand on est agriculteur, on plante qu'une fois. Si ça ne marche pas, on ne replante pas. Aujourd'hui, il y a des cerfs par endroits, il y a des chevreuils, il y a des sangliers, il y a des questions de génétique, etc. Donc, il faut être extrêmement prudent. Mais j'ai peu d'agriculteurs dans mon réseau, comme pour les couverts végétaux d'ailleurs, peu d'agriculteurs qui reviennent en arrière. À partir du moment, mais il faut vraiment traduire correctement, sortir de cette idée qu'au pied de la haie, il ne pousse rien. Oui, c'est vrai, mais l'agroforesterie, c'est tout autre. Vous voyez, là, elle est au fond et elle est taillée tous les 5 ans pour valoriser la biomasse. Alors du coup, vous avez parlé d'échecs. J'aimerais qu'on s'attarde sur cette notion d'échec, que vous nous disiez surtout ce qu'il ne faut pas faire et quels sont les échecs les plus criants qui sont aussi perturbants quand on parle d'agroforesterie, parce qu'on pense justement à ce que vous venez de dire, autour d'un arbre il ne pousse rien. Donc vous détaillez comment on vulgarise mal l'agroforesterie, sur quels échecs on s'appuie pour dire que c'est pas bien l'agroforesterie. Le plus gros problème que l'on ait aujourd'hui, de par l'expertise, même si le mot, je l'aime pas trop, mais c'est sur le choix des essences. Le choix des arbres, il est extrêmement important. Est-ce que je vais planter de l'alisier terminal, du cormier, du merisier, du noyer, du poirier, du chêne, de l'érable, du frêne, enfin peu importe. Dans quelles conditions, comment je vais les assembler entre eux, comment je vais les tailler, comment je vais les gérer, et d'où vont venir ces plants. L'idée du projet, et puis, donc ça c'est quand même assez fondamental, ça ne s'improvise pas. Et les deuxièmes facteurs, donc un arbre qui n'est pas dans sa station, au bout de 3 ans, il dégage. Il végète, mais il dégage. C'est-à-dire qu'il ne pousse pas. Alors, il ne meurt pas, mais il ne pousse pas. Et puis après, on a aujourd'hui pas mal de soucis, il faut le dire, même si on est en train de les régler, je préfère qu'on en parle parce que c'est plus simple, sur la technique. Un arbre, ça doit être avec un sol préparé, il y a des conditions particulières, ça doit avoir une protection, vous la voyez, c'est nécessaire pour pousser, ça doit bouger, ça ne doit jamais être arrosé, ça ne doit jamais être engraissé. Ça doit avoir un paillage obligatoire. Un agriculteur qui me dit, bon, parce qu'en plus, vous savez, dans notre métier, on se tape sur l'épaule souvent. On dit, ouais, super, en plus tu plantes des arbres, donc t'es génial. Le paillage, je le mettrai plus tard. Non. Moi, je dis à mes techniciens, Pierre, là, qu'on connaît bien, tu ne le livres pas. S'il ne met pas le paillage, tu ne le livres pas. Un arbre, ça déteste pousser les pieds dans l'herbe. Moi, je fais du contrôle de suivi. 2 fois sur 3, je vois des graminées au pied des arbres. Vous voyez, il y a la taille du piquet, ce ne sont que des détails. Mais aujourd'hui, on va livrer des projets qu'on va co-construire. Ce qui est intéressant dans cette agroforesterie, c'est qu'on fait tout ensemble. Il n'y en a pas un qui sait. Il y en a un qui sait un peu plus sur le choix des plantes et sur la technique de la mise en œuvre. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, à quel moment, dans quelles conditions? Je peux vous dire, parce qu'on en parlait en aparté, des poules pondeuses et des poulets de chair, vous mettez 30 poulets sur un arbre pendant 1 heure, il n'y a plus d'arbre. Et non, mais
il y en a peut-être qui en ont fait l'expérience. Hein. Si vous mettez un jeune plant avec des poules ou des poulets autour, il n'y a plus rien. Et après, il ne faut pas venir nous dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'effectivement, l'arbre n'a pas été protégé. Pour que ça marche, il y a aussi ça. Je vous ai montré l'arbre taillé sur la partie supérieure et il y a l'arbre taillé sur la partie inférieure. Donc voilà, certains de nos laboratoires, donc ne croyez pas que ce soit des parcelles en développement, mais là on utilise des plantes qui poussent vite, parce qu'on gagne du temps, parce qu'on vérifie ça partout dans le monde. Ici, des peupliers. Ici, des peupliers, des hybrides. Et là, une fois n'est pas coutume, on a utilisé des clones plantés par le même agriculteur, le même jour, dans les mêmes conditions. Ce sont des scions de 3 ans. Et au bout de 5 ans, sur la partie de gauche, on fait des cultures, en l'occurrence des céréales, à l'automne. Et sur la partie de droite, on fait classiquement de l'entretien. C'est-à-dire qu'on passe un coup de cover crop et un coup de gyrobroyeur dans l'année. Et vous avez sur la partie de gauche un cernage racinaire naturel par les cultures. Parce que je vous ai dit que les arbres n'aimaient pas pousser dans l'herbe, ils ne supportent pas, ils n'ont pas été programmés pour pousser dans l'herbe, mais dans une litière forestière. Et quand j'occupe correctement l'espace supérieur avec mes céréales d'hiver, j'empêche l'arbre de pénétrer dans ce profil-là. L'arbre n'est pas du tout compétitif avec les céréales. Il est d'autant moins que mes céréales arrivent à épiaison quand l'arbre va commencer à débourrer. Donc tout ce que l'on sait des arbres en agroforesterie, il faut les oublier. Et c'est extrêmement important. On pilote le haut et on pilote le bas. Et alors du coup, ce que je peux vous montrer, et ça sera la fin des images, vous avez ici sur l'image de gauche le peuplier forestier, qui met des racines en surface. Sur la partie de droite, vous avez son frère jumeau, planté le même jour, dans le même sol, dans strictement le même sol, qui a développé un pivot secondaire qui va passer, comme je vous l'ai montré sur l'image de l'arbre tétard, qui va passer en dessous du profil utilisé par les cultures. Il va garder des racines d'ancrage dans la bande enherbée, que vous voyez sur la partie supérieure, et ça c'est intéressant. Parce qu'on a pris un peuplier hybride, en plus un clone qui a un système racinaire traçant. Mais grâce aux cultures, d'où l'intérêt, entre parenthèses, des intercultures et des couverts végétaux, si j'occupe le profil supérieur, jamais mon arbre pourra rentrer dedans. Et puis pour se rassurer, parce qu'il est important de le dire, enfin, je ne sais pas si on est inquiet. Vous êtes inquiet? Un peu? Pas trop? En tout cas, il y a une bonne écoute chez Noriab. Dis donc, non mais là... La frite, c'est impeccable. Hein. Ah non, mais attends, moi rien que ça, déjà qu'on avait le moral, mais quand j'ai vu la friterie, je dis putain, enfin des gens qui savent travailler, quoi. Parce que là au moins, on mange ce qu'on produit. Hein, on n'a pas besoin d'aller chercher les. Bon, enfin, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais vous avez forcément une question. Oui. Donc on a fait un tour d'horizon. Est-ce qu'en Picardie, on a des opportunités de filières? Vous avez parlé du fruitier. Est-ce qu'il y a vous avez parlé de constitution de groupes locaux d'agriculteurs, vous avez parlé de s'appuyer d'un conseiller technique spécialisé, c'est vrai que c'est le facteur clé de réussite. Mais quelles sont les filières qui seraient probantes, qui rapporteraient du revenu aux agriculteurs sur lesquels on pourrait se baser? Là, tout de suite, maintenant, demain. Ça, très clairement, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble parce que je crois que tous les projets qui marchent, c'est parce qu'ils sont... Ce que je peux vous dire, du coup, je vais prendre des risques. Mais on est là pour ça. Parce que si je remets cette image-là, c'est que j'oublie pas de dire que cette machine-là qui s'appelle un arbre, ça crée du sol. Ça crée du sol et ça dégrade à peu près. Un arbre comme ça produit beaucoup de feuilles, mais ça produit aussi et surtout beaucoup de racines-feuilles. Ça altère la roche-mère, donc ça fait remonter des éléments minéraux en surface, et ça dégrade à peu près 40% du système racinaire. Pour faire simple, un système racinaire qui pèse 1 tonne amène 400 kg de matière organique dans le sol par an. Et je ne connais pas beaucoup, si c'est le cas ici, tant mieux, je ne connais pas beaucoup de zones de production dans l'Hexagone, même si je vais un peu plus loin, dans lesquelles on n'est pas des problèmes de matière organique.
Je ne sais pas, ça existe un peu la battance ici? Il semblerait, au regard de ce que j'ai vu, n'est-ce pas, hein? Est-ce que la compaction, ça existe? Est-ce que les blocages, ça existe? Est-ce que la force de traction, ça existe? Donc, l'idée de l'arbre, moi, pour répondre à votre question, je préfère, d'où mon association avec Konrad Schreiber, mais j'aime bien mettre l'arbre dans un maillon et j'aime bien le mettre avec une entrée agronomique. Agronomique parce qu'on a fondamentalement besoin d'auxiliaires et ça en produit beaucoup. On a besoin de microclimat, ça en produit aussi. On a besoin d'eau, hein, quand il y a de la battance, quand il y a aussi de l'eau qui stagne, l'arbre va remettre de la verticalité. Hein, j'ai pas le mot quand l'eau reste en surface. Aidez-moi parce qu'il me manque un mot là tout d'un coup. Quand ça stagne, ça s'appelle de l'hydromorphie. Merci de ne pas m'avoir aidé quand même, hein. C'est sympa. J'ai quand même mis le pull, hein. Donc bon, je ne me suis pas trop forcé au demeurant. Mais quand on a de l'hydromorphie, ces systèmes dynamiques à base de plantes, dont les arbres, vont bien injecter et créer de la réserve utile en eau dans les sols et par les ponts et par les champs mycorhiziens, la rendre disponible à nouveau. Là, on rentre dans une dynamique où on passe d'une agriculture qui est purement de la fertilisation vers une agriculture de la fertilité. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas de fertilisants, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis par rapport aux filières, on a toujours besoin d'énergie. Hein, on a de plus en plus besoin d'énergie et on voit pondre un petit peu partout des grosses, des moyennes et des petites... les photos sont interdites, madame. Hein. Non, c'est une blague. Hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une première entrée en agronomie et puis derrière, effectivement, on pourra valoriser la matière première et de toute façon, de ramener de la branche sur le sol, c'est très très bon. Et puis la grosse branche où il n'y a que du carbone dedans, je fais le pari que les unités de chauffage qui sont en train de se monter et qui vont se monter, je crois qu'on sera bien content d'avoir les agriculteurs comme producteurs de cette matière première-là, parce que sinon, on va trop tirer sur les bois et sur la forêt. C'est déjà le cas. Parfois, on a des coupes à blanc, ce qui est quand même assez problématique. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est l'idée de j'ai mes lignes d'arbres qui amortissent le climat, qui le régulent, qui me protègent et qui derrière me permettent de diversifier mon revenu. Hein, et c'est ça l'idée de l'agroforesterie. C'est vous qui avez dit l'idée de produire et protéger. Oui, on peut produire et protéger et gérer durablement ces ressources naturelles de premier ordre, me semble-t-il. Merci, c'est très riche. Vous avez beaucoup de questions. Je sais que ce midi, on échangeait avec nos amis de Novial. Donc Novin, fabrication d'alimentation pour animaux. Oui. Et on parlait justement de l'œuf en agroforesterie. Donc Mathilde ou Dimitri, est-ce que vous pouvez poser la première question, celle qui brise la glace, s'il vous plaît? On va faire tourner le micro, si vous voulez. Flora. Alors comme je vois Flora venir, j'ai d'abord une question pour Flora. Donc moi, je travaille chez Novial. On est une équipe de 5 personnes à s'occuper du développement des pondeuses alternatives. Donc c'est poules plein air, poules bio, sur 14-15 départements. On a déjà eu une trentaine de nouveaux éleveurs en 5 ans. Il y en a encore une vingtaine qui arrivent sur les 2 ans qui arrivent, avec des parcours de 3 hectares pour les plus petits jusqu'à 16 hectares pour les plus grands. Des parcours souvent pour les grands nus. Hein. Donc on se pose, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on se pose ces questions-là. Alors, avant par l'agroforesterie, j'avais une question en tant qu'apiculteur amateur pour Flora. Est-ce que vous avez pu mesurer, vous avez parlé de biodiversité tout à l'heure, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact que ça pouvait avoir au niveau des ruchers apiculteurs? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grosse problématique. On a des périodes de l'année, comme en septembre, on n'a plus une fleur. Et je pense qu'une bonne partie de nos abeilles meurent à cause de ça, hein, parce qu'on incrimine les pesticides. Il y a certainement du vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors, déjà, juste par rapport à votre dernière remarque, c'est vrai que la raison pour laquelle on s'est autant intéressé à la protection de la biodiversité locale, on sait que ça sert à faire du miel, mais c'est pas que ça, hein, c'est aussi et surtout pour produire 35% de ce qu'on mange au quotidien sur la planète. Donc c'était important qu'on regarde ça. Et la raison, il y a plein de raisons à la disparition des pollinisateurs depuis une trentaine d'années. Il y a effectivement une partie
ça peut être les pesticides, mais c'est aussi beaucoup à cause de la monoculture, du manque de variété que les pollinisateurs peuvent trouver et de la disette alimentaire dans laquelle ils se retrouvent. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces zones de fleurs on s'est associé à l'ONG qui s'appelle Noé et qui est spécialisée dans la préservation de la biodiversité locale, et ils nous ont vraiment accompagnés sur les bonnes pratiques et sur le choix des variétés. Le choix des variétés pour notamment proposer tout au long de l'année, enfin le plus longtemps possible, de la nourriture aux pollinisateurs. Et donc, effectivement, ça c'est un peu une obligation de moyens. On fait des comptages papillons et abeilles. On a mis en place le protocole de comptage papillons et abeilles du Muséum d'histoire naturelle. Et au début, c'était nos agriculteurs qui le faisaient. Maintenant, on a carrément formé, parce qu'on travaille avec 1700 agriculteurs, donc on a formé en fait un institut qui fait le comptage papillons et abeilles. Et on a compté, si je ne vous dis pas de bêtises, 14 millions d'abeilles en 2016 et 20 et... Oula, je suis mauvaise, je ne me souviens plus. Et 32 espèces de papillons. Voilà. Donc on le fait tous les ans. On communique ces informations aussi au Muséum d'histoire naturelle pour faire aussi progresser la science participative. Après, on sait que ça reste des indicateurs qui ne sont pas parfaits. Ils ont le mérite d'exister. On s'intéresse beaucoup au potentiel nourricier. Donc ça, c'est aussi un élément sur lequel on travaille pour essayer de trouver des indicateurs de performance environnementale spécifiquement sur la biodiversité. Et après, on a des agriculteurs. Alors, il y a eu beaucoup de formations. Alors, peut-être que je vais peut-être vous laisser intervenir. Non, mais ce que je voulais dire à Dimitri, c'est que Mondelez vérifie, mesure et calcule la performance de Noriap sur les abeilles, sur les papillons tous les ans. Et les premières années, on a été surpris avec François de voir que le seuil était plutôt un peu supérieur à celui qui existe dans d'autres régions, parce que justement, c'est une région de grande culture et que les 3% de biodiversité au bord de la parcelle étaient très utiles à cette biodiversité. Donc, jusqu'où ira la performance de Noriap ? Mais après, c'est intéressant parce qu'on a pas mal d'agriculteurs qui se sont carrément mis à l'apiculture. Et encore une fois, on a fait beaucoup de pédagogie parce qu'au départ, c'était pas forcément évident. Ils nous disaient un petit peu, je suis pas fleuriste, donc pourquoi est-ce que vous me demandez de mettre des fleurs ? Voilà, il y a eu aussi tout ce travail. Aujourd'hui, je pense que c'est moins un sujet pour les agriculteurs, mais il y a effectivement une vraie passion qui s'est faite aussi pour pas mal d'agriculteurs sur la protection des pollinisateurs et donc aussi son exploitation entre guillemets. Ce qu'on peut dire, c'est que, et je te rends la parole et on parlera d'agroforesterie, mais nous, ce qui nous intéresse dans cette démarche-là, qui a été un peu une démarche de précurseur, je ne sais pas si Flora était là au tout début, mais quand les salariés et donc les mères de famille se sont posé la question de savoir comment il fallait fabriquer ces petits gâteaux pour les enfants et pour les plus grands, c'était un peu précurseur. C'est-à-dire que nous, au début, on a dû convaincre des agriculteurs qui, comme elle l'a dit, nous ont dit mais pourquoi 3% de biodiversité ? Alors il fallait imposer à l'agriculteur. J'ai même eu des gens qui, dans les années où le blé était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, je me souviens d'un agriculteur qui m'a dit « Mais attendez, M. Florentin, c'est quoi cette prime ? Il faut quand même leur expliquer que la contrainte... » Bon, en même temps, j'en ai eu 300 qui ont dit banco, donc c'est pas grave. La coopérative propose, l'agriculteur dispose. Et comme dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ceci dit, ils ont été précurseurs. Aujourd'hui, ça devient un peu plus naturel. Mais je veux dire, quand on entend ce qui se dit sur les médias qui sont devenus le leitmotiv de tous les jours, sur BFM et autres, ce qu'on pense de l'agriculture. Nous, on est content de travailler avec des gens en interactivité. C'est-à-dire que quand ça va trop loin ou trop vite ou trop fort, nous, on leur dit « Attendez, ça ne va pas bien se passer parce que le producteur n'est pas prêt ou purement et simplement, il n'y a pas suffisamment de produits pour pallier à ça. » On est en train tous de se faire rattraper par les médias. Tout à l'heure, j'ai entendu l'agriculture doit être intensive. Vous n'entendez pas ça tous les soirs à la télé. Non, mais c'est quand même un truc. Voilà, c'est toujours à charge, notamment sur Antenne 2 le jeudi. Donc c'est intéressant de travailler avec des gens qui connaissent le métier par rapport à tous ceux qui ne connaissent pas et de voir que c'est interactif. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les insecticides de stockage seront interdits. Mais il faut y aller calmement parce que ce qui est aussi interdit, c'est la présence d'insectes dans les lots de blé. Parce que ça peut dégrader, amener d'autres problèmes. Bon ben voilà, on travaille avec ces gens-là et qui nous imposent des choses, mais de manière assez interactive et ça c'est intéressant. Bon, je te redonne la parole, Dimitri.
Merci Flora. Oui, maintenant pour Alain, pour l'agroforesterie. Donc aujourd'hui, on disait qu'on a chez Novial, il y a 180 éleveurs en poulet label pondeuse aujourd'hui existants, ce qui représente, je pense, autour de 1000-1200 hectares de parcours herbeux avec ou sans haies. Hein, ça dépend de l'endroit où on est. Hein, si on est en tirage dans le Boulonnais ou dans la Somme. Aujourd'hui, donc, on a pour projet de parler d'agroforesterie avec eux. Nous, on est convaincus, hein, pour le bien-être animal, pour l'image vis-à-vis du consommateur, hein, comme le fait Loué, hein, qui sont quand même les pionniers en France. Mais demain, d'après ce que j'ai compris, il va falloir tailler les arbres, passer du temps. Dites-nous, Alain, comment on peut convaincre nos agriculteurs de passer du temps pendant 15 ou 20 ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps, pour espérer avoir du bois de chauffage à la fin. Voilà. Quelle piste on peut, comment on peut les convaincre de ça? Parce qu'avant tout, nos agriculteurs de nos régions Hauts-de-France, ce sont donc des agriculteurs intensifs. Et eux, ce qui est intéressant, c'est de la plus-value à la fin. Vous n'avez pas le monopole de l'intensivité. Je vous le dis tout de suite. Moi aussi, je voyage beaucoup et ça se passe plutôt bien. La réponse, vous la connaissez. Je vais revenir sur les abeilles. Avec l'agroforesterie, vous êtes bien aussi sur les abeilles. Je peux vous dire que vous êtes super bien. Parce que vous laissez pousser des saules au bord des fossés, qui feront eux aussi de la biomasse. Saules et noisetiers, c'est les premières fleurs à sortir. Hein, et dans les lisières, vous laissez du lierre, c'est les dernières. Hein, et entre-temps, vous avez toute la gamme des arbres qui vont fleurir, etc. etc. Sur la question particulière que vous posez, les recettes qui fonctionnent aujourd'hui, elles sont assez simples. Il faut, là on a 1 heure, alors c'est déjà pas mal, mais il faut, avec les groupes d'agriculteurs qui commencent à être intéressés, ce qu'il faut, c'est les réunir régulièrement autour, puisque vous citez Loué ouvertement. On a travaillé avec Philippe Gué, en l'occurrence, de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. On a mené un CASDAR. Vous savez tous ce que c'est que les CASDAR, les programmes de recherche-développement du ministère. On a bien démontré que dans plus de 85% des cas, les animaux, qu'ils soient bio ou pas bio, les animaux ne sortent pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Quand dans 80% des cas, ça ne sort pas, c'est parce qu'il y a du vent, c'est parce qu'il pleut, parce qu'il fait chaud, et ça surconsomme à l'intérieur et ça développe toutes les pathologies que vous connaissez. Donc, avec les agriculteurs, quand on fait une journée technique, une journée de visite sur un parcours qui est déjà équipé, qui fonctionne, plus une réunion d'information qui repositionne bien la notion de productivité, la notion de valorisation de la biomasse, ces questions de biodiversité, ces questions d'effluents, de carbone, etc., etc. Une fois que ça s'est posé, je pense pouvoir dire que ça suscite beaucoup d'adhésion parce que ça fait tomber beaucoup d'idées reçues. Après, il y a des programmes spécifiques qui restent à amplifier et qui restent peut-être à remettre en œuvre et à remettre en scène. Moi, j'ai toujours été un fervent défenseur de l'aide à la plantation. L'agriculteur, pour planter, il faut l'aider parce que, qui plus est en volaille, il faut une super protection. C'est absolument déterminant. Hein, mais si le groupe bosse, si le groupe coopère, si le groupe va voir, et c'est tout l'intérêt de la chose. Pourquoi ça marche ? Pourquoi moi, grand défenseur du poulet du Gers, hein, parce qu'on parle des abeilles, vous savez ce qu'il faut pour être en forme dans la vie ? Il faut manger des frites, du miel, du magret agroforestier, du poulet du Gers et du madiran. Vous connaissez le madiran ? Ça, c'est la base. Si vous voulez avoir la patate, la frite, enfin la forme, c'est la base absolue. Hein, hein, mais du coup, il faut vraiment qu'on se donne les moyens. Et du coup, et c'est déjà à moitié le cas de ce que je comprends, ça marche. Donc du coup, je reviens à ma phrase, je fais bien la promotion. En plus, c'est pas filmé, donc ça tombe bien. Comme ça, je vais encore me faire lyncher en arrivant à la maison. Putain, t'as encore dit du bien, du Mans là-bas, tout ça, avec la Sarthe et Loué. Oui, chez Loué, ça marche parce qu'il y a des gens dédiés à la chose. Un agriculteur, c'est pas qu'il se pose pas la question, mais aujourd'hui, c'est inscrit dans l'ADN de l'agriculteur qui installe un parcours. Et si vous, c'est déjà le cas, vous affirmez ça, vous montrez, vous démontrez, il y a toutes les raisons de l'adhésion parce qu'encore une fois, on revient on boucle la boucle. On peut produire et protéger. Qui est perdant dans cette affaire ? La COP, non. L'agriculteur, non. Le transformateur, non. Le distributeur, non. Personne. Hein ? Et on a bien une valeur ajoutée un peu supérieure sur un coût de production qui est un peu moindre.
ça demande du boulot. Et puis à terme, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, parce que du coup, ça va me permettre pour rebondir, parce qu'on voit bien que avec les arbres têtards dans les bas-fonds, on va aller assez vite. Avec, si vous les connaissez, de l'alisier terminal, du cormier, qui sont des plantes à très haute valeur ajoutée, il nous faut 35 ans. Aujourd'hui, c'est un pas de temps qui est inacceptable. Par contre, on fait des systèmes mixtes. On fait des systèmes arbres-têtards. Arbres, parce que quelque part, il y a l'héritage, la transmission, et aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Et puis, dans les zones sur lesquelles il y a un peu de potentiel, on travaille avec des gammes de peupliers, et notamment du peuplier noir, qui est assez tolérant au sec, aux sécheresses estivales, parce qu'avec du peuplier, on peut avoir un revenu au bout de 12-13 ans. Ça veut dire que j'ai une partie de mon parcours qui va, au bout de 12, 13, 14 ans, me rapporter X semi-remorques de bois. Vous vouliez dire quelque chose peut-être ? 12-13 ans, c'est quand même assez juste. Enfin, je sais que j'ai travaillé avec un garde forestier qui cultivait beaucoup de peupliers, notamment l'agroforesterie. Et 12-13 ans, je pense qu'on est vraiment dans de très bonnes conditions et ça dépend de la variété, quoi. Je sais que, enfin, moi je suis dans l'Aisne, on est dans des sols où des fois on a la roche-mère à 50 cm. Si j'avais planté des rangées de peupliers comme vous avez montré tout à l'heure, etc., il aurait fallu, même avec des très bonnes variétés qui s'adaptent, je pense qu'au moins 25 ans, avoir des beaux peupliers, parce que vous parlez de bois de chauffage à la fin comme destination finale, ça peut très bien être du bois de trituration ou des grumes, mais il faut compter 12 ans, je pense que là vous êtes quand même un peu. J'aurais compté au moins 20-25 ans. Oui, je nomme, mais moi je travaille avec un obtenteur à très grande échelle. On arrive à ça. Ça, c'est évidemment. Mais j'ai précisément ce que j'ai dit. J'ai dit dans des conditions particulières, avec tout le gradient des sols, bien sûr. Mais il n'empêche, si vous voulez, sur une ferme moyenne, on a en règle générale, sur une ferme moyenne, ça ne veut rien dire, mais on a en règle générale entre un quart et un tiers de sols qui peuvent supporter ce genre de plantes. Hein, et donc, du coup, on va le mettre là où c'est possible. On est bien d'accord, je ne vais pas vous parler de ce qu'on fait de moins bien. Il n'empêche qu'avec des variétés sélectionnées qui résistent au sec, on arrive à ça. Hein. Oui, je voulais savoir si ça pouvait avoir un impact sur le climat, le fait qu'on replanterait des arbres à grande échelle. Ah, mais de toute façon, la question du climat, et d'ailleurs on a rendu une copie à la COP 21, la question du climat, elle se jouera en agriculture. Aujourd'hui, notre objectif, c'est bien de recapitaliser les sols en carbone. Hein. Si vous voulez un ordre d'idée, là aussi c'est des moyennes de moyenne, mais on est bien passé de 4% de matière organique dans les sols à 1,3 aujourd'hui. Hein. Et donc, le CO2 en excès dans l'atmosphère, on a besoin de l'injecter durablement. Ça tombe bien, le carbone, c'est le cycle premier. C'est lui qui détermine tous les autres derrière. Dans les techniques d'agriculture de conservation avec de l'agroforesterie qui sont en routine, on arrive à stocker 1 tonne de carbone par hectare et par an en couvert végétal et en agroforesterie. Hein. On n'en est pas encore là. C'est vrai que l'arbre attire l'humidité. Là, on a encore un peu de marge. Ouais. Oui. Moi, j'ai une question. Un truc que vous n'avez pas eu tout soulevé. Admettons que je sois intéressé par de l'agroforesterie intraparcellaire. Comment ça se passe au niveau du statut du fermage ? Si, admettons, j'en suis pas propriétaire. Étant donné qu'on installe un arbre pour 20 ou 30 ans, la question, elle se pose quand même. La question, on ne l'a pas abordée parce que le pas de temps est un petit peu court, mais la question, elle se pose et elle doit être traitée avec le propriétaire, sans aucun doute. Hein, il existe des modalités précises qui définissent qui fait quoi, dans quel pas de temps et avec quels moyens. Ça, c'est sûr. Et c'est pas. Et vous posez évidemment cette question à juste titre, c'est pas toujours simple à régler. Et c'est des cas de figure qui se présentent et qui se présenteront de plus en plus. Ça, c'est sûr. Votre réaction ? Ils sont en forme, nos jeunes du Paraclet. Alors, au niveau de l'agroforesterie, au niveau de l'élevage, vous proposez quelle essence et quel mélange par rapport aux animaux ? Là, si vous vouliez me poser une colle, vous ne pouvez pas faire mieux. Et non, parce qu'il est bien évident que chaque aménagement
sera fait in situ avec l'agriculteur, avec sa forme d'agriculture, sur son territoire, en fonction des conditions pédoclimatiques, en fonction de l'état du sol, en fonction de l'évolution de la ferme, etc. Je peux juste vous dire qu'on a beaucoup de demandes de la protection des animaux, ça c'est sûr, parce qu'on a parlé des poules et des poulets, mais on peut parler des ruminants. On a beaucoup de questions, et on a aussi beaucoup de questions sur un sujet qui pouvait paraître anecdotique, sur la litière. Sachez que, par exemple, dans le Massif central, on a 650 agriculteurs qui font de la litière avec du bois broyé. Ça évite de sortir la paille des champs et ça évite de la faire monter des plaines céréalières. Et ça coûte moins cher parce qu'ils ont du bocage, ils ont des arbres têtards partout et ils valorisent ça. Et c'est une demande extrêmement forte. Un sujet, il y a encore 5 ans, il était anecdotique, ça va à une vitesse très rapide. La demande que l'on a, alors il y a un peu un problème parce que vous le connaissez probablement sur le frêne, il y a la calarose qui arrive, après la graphiose sur l'orme, aujourd'hui on a la calarose sur le frêne, donc le frêne est pas mal touché. Il n'empêche qu'on a une demande très forte sur l'arbre fourrage, c'est-à-dire sur des compléments de fourrage, sur des zones, et il y en a partout en France d'ailleurs, des zones qui sèchent très vite dès la fin mai, sur des gros coups de vent, des gros coups de sec, sur des sols, comme ça a été dit, superficiels. Jusque-là, jusqu'à il y a 10 ans, on avait le monopole dans le sud-ouest, de ces coups de chaud, de ces coups de sec, ça arrive partout, et notamment avec une plante qui est extrêmement intéressante, extrêmement riche, c'était la plante qui était utilisée pour faire la soie, c'est le mûrier. C'est le mûrier. C'est-à-dire qu'on a des demandes d'arbres têtards, là en l'occurrence, pour faire à la fois la litière et à la fois le fourrage. Et bravo, on vous félicite. Pascal. Alors, je pense qu'on a cassé beaucoup d'idées reçues, et moi j'étais surpris sur la partie. Et encore, j'en ai gardé pour la prochaine fois. Et c'est tant mieux parce qu'on va continuer. Vous avez beaucoup parlé de l'arbre, donc effectivement avec une grande taille, un fort effet racinaire. On vient de passer des épisodes orageux, on a vu une partie de nos parcelles traverser les routes. Vis-à-vis de l'érosion, je me pose la question des haies, leurs petites bocagères. Est-ce que ça a du sens quand même de réimplanter des haies plus petites ? Parce qu'on a toujours en problématique cette idée de taille ou de gêne par rapport au travail mécanique. Est-ce que c'est utile des haies plus petites ou est-ce qu'il faut résolument aller vers de l'arbre Oui, d'agro? non, d'ailleurs, je le remets, ce ne sont que des schémas de principe, mais les principes, après, moi ce qui m'intéresse, c'est comme pour la question de l'élevage, chacun traduit chez lui, chacun chemine. Mais oui, mais je remets quand même cette image-là pour vous dire qu'on ne fera pas tout. Quand vous avez le champ qui traverse la route, la haie, qu'elle soit haute, basse ou moyenne, elle ne peut pas tout faire. C'est aussi pour ça que j'ai précisé d'entrée de jeu l'arbre comme maillon. Parce que quand vous avez un sol qui décroche, c'est mal barré. D'où l'importance de cette réduction du travail du sol et de cette réduction du sol nu. Nous, avec Konrad Schreiber, on a mesuré sur notre bassin qui est un peu particulier, mais il fait quand même 25 départements. Sur le bassin Adour-Garonne, on est aujourd'hui à 140 jours de sol nu par an. Moi, la semaine dernière, peu importe, j'ai traversé le département en long, en large. C'est pas des torrents, c'est des fleuves de boue partout. Donc l'arbre, oui, quelle que soit sa forme. L'importance, je crois aujourd'hui, qu'il faut donner à l'arbre, c'est de pouvoir valoriser cette biomasse. Ça me paraît être extrêmement important parce qu'on en a cruellement besoin. Mais parfois, quand il y a des gros problèmes de blocage de sol, de le combiner avec des techniques de couverture. Ça me paraît assez important parce que, et vous le savez, les phénomènes érosifs, ils sont exponentiels. C'est de pire en pire. Quand vous commencez à perdre 2 cm, 3 cm, dessous, il reste l'effet éponge et l'effet matière organique, ça dégage vite, quoi. Donc prudence et parce que moi, ça m'arrive. Chez nous, vous avez des pentes et on nous appelle, on dit bon, je voudrais planter une haie en bas du champ pour arrêter l'érosion. On se dit vous voyez, j'exagère, mais il faut aussi, c'est d'où l'importance, au-delà des idées reçues, de montrer les limites de ces techniques d'agroforesterie. Ça ne peut pas tout faire. C'est bien la combinaison de tout ce végétal. Alors on arrive au terme. Juste une question, François. Aïe. Non, mais il n'y a pas de souci. Juste une question. Un producteur qui fait de l'agroforesterie, qu'est-ce qu'il peut espérer en valeur ajoutée dans des futurs contrats de filière? Parce qu'en fin de compte, l'agriculteur, il investit,
je vais dire d'un point de vue environnemental tout ce qu'on fait pour la protection, mais est-ce que demain il peut aussi dégager une nouvelle valeur ajoutée, puisqu'on parle de fleurs? Pourquoi est-ce que l'agroforesterie ne pourrait pas être aussi un autre moyen de valoriser d'autres productions, blé et ainsi de suite? Donc c'est un peu une question généraliste, mais je pense qu'on peut rebondir dans les deux sens. Il n'y a pas que le bois qui peut être valorisé. Moi, je veux bien répondre, comme ça je laisserai le mot de la fin à Flora. Vous voyez, il y a un petit logo tout discret, en haut à gauche, pour une agriculture du vivant. Et aujourd'hui, on réfléchit très très sérieusement à valoriser les produits de l'agroforesterie et plus généralement, puisque ça s'appelle comme ça, l'agroécologie, des couverts végétaux, des réductions d'intrants et le travail du sol, parce que c'est quand même le travail du sol qui nous préoccupe beaucoup, de la plantation d'arbres. Et on est en train de réfléchir très très sérieusement à cette question parce qu'on nous l'a demandé. Et quand je dis ça à mes agriculteurs en disant si on crée une marque, qu'on achète un peu mieux ton produit et que tous dans cette boucle-là, on le valorise correctement, et notre cible, elle est clairement la restauration collective d'entreprises parce qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui mangent tous les jours. Et donc de dire, voilà, on amène un produit à très haute valeur ajoutée sur le paquet et dans l'assiette. Et du coup, tous ces efforts qui ont été faits, parce qu'aujourd'hui, si on arrive avec ces techniques-là, notamment d'agroforesterie, mais en couvert végétal, c'est la même chose, c'est qu'on a 30 ans d'essais, de balbutiements, d'échecs dans les baskets. Et ça, c'est en grande partie les agriculteurs qui l'ont traité, qui l'ont traduit, qui l'ont mis en scène, qui l'ont mis en œuvre et qui le font vivre aujourd'hui et qui sont prêts à le transférer et qui sont prêts à le mettre dans la boucle du partage commun. Mais il faut lui donner une valeur. Et ça rejoint d'ailleurs les questions qui ont été posées. Est-ce qu'on est agriculteur et on se fait traiter de pollueur dès qu'on ouvre la gueule, parce que c'est ça le sujet, ou est-ce qu'on se met, nous, à être... C'est pour ça que le mot cahier des charges, on le transforme ensemble au cahier des propositions. C'est un cahier des propositions parce que, et je crois que tu l'as dit, et on l'a sous-entendu, chaque jour qui passe, moi, c'est ce qui m'importe. Puisque dans nos systèmes habituels, on est sur une base d'indicateurs. Et toutes nos fermes sont sous indicateurs. Mais pas avec des objectifs de « il faudrait que », des objectifs de résultats. On qualifie et on quantifie toutes les pratiques, notre spécialité étant l'agronomie. Et donc, ensemble, on se dit, chaque jour qui passe, j'améliore la fertilité de mon sol. Donc, je stocke notamment du carbone. Donc ça a une valeur parce que c'est un sujet de société de premier rang. Alors du coup, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, là aujourd'hui, c'est vrai que le cahier des charges Harmonie, il est très focalisé sur une obligation de moyens. On voudrait de plus en plus aller sur des obligations de résultats. Alors quand je dis résultats, c'est déjà calculer les indicateurs environnementaux. Se rendre compte que finalement, les pratiques Harmonie, elles ont aussi un impact sur les gaz à effet de serre, sur la balance globale azotée, sur l'acidification terrestre, l'eutrophisation marine. Ça, c'est des éléments qu'on calcul depuis 2 ans, qui vont nous aider à continuer à être toujours plus durable, on va dire ça comme ça, plus efficace aussi dans les types de pratiques qu'on va demander aux agriculteurs de mettre en place. Aujourd'hui, on voulait vraiment commencer, c'est un petit peu... le programme Harmonie, c'est vraiment une co-création avec l'ensemble de la filière, avec des experts. On est là pour réfléchir ensemble aussi sur si finalement Noriap et une grande partie des agriculteurs Harmonie ou non-Harmonie de Noriap veut aller sur l'agroforesterie. On est là pour justement réfléchir ensemble sur comment on met ensemble ce partenariat. C'est la nature même de notre programme, c'est vraiment ça. On est là en co-construction. Donc on est très ouvert, effectivement. On a commencé ce partenariat avec Arbres et Paysages pour pousser la formation notamment auprès des agriculteurs Harmonie et on va dire plus largement auprès des coopératives avec lesquelles on travaille. Moi, on est plus couvert à toutes les formes de partenariat possibles sur ça. Merci Flora, merci Alain. Je voulais remercier la cheville ouvrière de cette conférence qui est François Loyot, qui a beaucoup travaillé.
Donc là, vous avez compris à quoi pouvait servir l'arbre en agriculture intensive. C'est une première approche. On n'avait pas l'ambition d'approfondir plus et on est dans le timing. La conférence a été intégralement filmée. Les adhérents de Noria pourront avoir accès dans les semaines à venir sur noria.fr, qui est un outil indispensable quand on est agriculteur adhérent chez Noriap. Et puis, juste, si vous êtes intéressé pour aller plus loin en agroforesterie, sachant qu'aujourd'hui, on a ouvert une fenêtre, si vous êtes intéressé pour qu'il y ait une porte qui s'ouvre avec Noria pour constituer des groupes d'agriculteurs, peut-être pourquoi pas, parce qu'elle est partie, il est là pour pouvoir commencer à mettre en place ce type de technique sur cette magnifique plateforme. Vous envoyez un mail à communication@noria.fr, c'est indiqué sur votre petit passeport que vous a remis ce matin. Avec un groupe d'agriculteurs constitué, on peut amorcer une démarche. Voilà, donc n'hésitez pas, réfléchissez-y, reparlez-en François, Pascal, Philippe, pour aller plus loin. En tout cas, merci. C'était la première conférence de ce genre sur une plateforme technique de Noriap. Vous étiez très nombreux, très concentrés. Et puis demain, pour ceux qui peuvent, nous avons agriculture de conservation, même heure. Même objectif, avec des spécialistes. Et puis, on a des petits... Voilà, Flora, je te laisse présenter. Je vous ai ramené des petits goodies. Non, en fait, ce sont les graines de fleurs en fait, lors du salon de l'agriculture notamment, on explique la démarche Harmonie, on explique du coup une des pratiques, c'est effectivement le fait d'allouer ces 3% de jachères mellifères que les agriculteurs mettent en place. Et du coup, on demande à nos consommateurs de, eux aussi, faire un petit geste pour cette préservation de la biodiversité locale en plantant ces graines de fleurs. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à en prendre. Il y a 24 fleurs à l'intérieur qui sont mélangées. Et c'est un mélange spécialement conçu pour nous, constitué avec notre ONG partenaire Noé. Voilà. Et vous avez aussi des petits leaflets de présentation pour que vous voyez un petit peu comment on présente à nos consommateurs. Bien évidemment, c'est pas forcément simple d'aller dans du très technique avec nos consommateurs, mais en tout cas, voilà, on a des éléments pour continuer à faire connaître ce programme Harmonie. Merci Flora, merci Alain, merci à vous.